Faire un bon film, c'est compliqué. Tout peut foirer à chaque étape du processus. Encore aujourd'hui, de nombreux longs métrages sont des déceptions, voire carrément des catastrophes. Mais même si un film est raté, ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont fait sont nuls. Parfois, si on fouille assez loin, on peut trouver des pépites enfouies sous un tas de fumier. Des courts passages brillants qui rattrapent tout le reste. Aujourd'hui, on part à leur recherche et on va vous parler de 5 scènes incroyables perdues dans des mauvais films. La vraie fin de Jurassic Park. Jurassic World 2 est considéré comme le pire film de la saga, juste derrière Jurassic Park 3 avec même pas 50% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. 3 ans après la chute du parc dans Jurassic World, Isla Nublar a été désertée, les dinosaures règnent maintenant en maître dans la jungle. Tout va changer quand le volcan de l'île se réveille et menace de tout engloutir sous les cendres et la lave. Les héros du film précédent décident de sauver un maximum de dinosaures avant qu'il ne soit trop tard. Ça a l'air énorme comme scénario, mais non. Le film est ultra prévisible. Il navigue entre une pâle copie de Jurassic Park 2, puis tout un second arc sans valeur dans un manoir rempli de méchants pas crédible une seconde. La seule chose qui sauve le film, c'est ces quelques bonnes scènes avec les dinosaures. Par exemple, j'adore ce moment où Owen passe entre les mâchoires du T-Rex ou lorsque l'Indoraptor entre dans la chambre de la petite fille. Mais de loin, la scène qui a mis tout le monde d'accord, c'est celle du Brachiosaure. Les héros se font trahir par les mercenaires et sont laissés pour morts alors que le volcan entre en éruption. Ils arrivent de justesse à rejoindre le dernier bateau rempli de dinosaures volés. Ils sont sur le point de se faire repérer, mais tous les regards se braquent vers le pont. Sur le quai, au milieu de la fumée et des roches en fusion, un seul brachiosaure appelle à l'aide. On ne peut plus rien pour lui. Le bateau s'éloigne pendant que les nuées ardentes le rattrapent. Bientôt, on ne voit plus que sa silhouette et plus rien. La porte du navire se referme, son dernier cri se perd dans les nuages de cendres. Jurassic Park n'existe plus. On l'a déjà dit dans une autre vidéo, mais faut savoir que selon le réalisateur, le brachiosaure dans la scène, c'est celui qu'Alan Grant voit au début de Jurassic Park, le tout premier dinosaure de la saga, le symbole de l'émerveillement de toute une génération qui a découvert des reptiles géants sur grand écran. Le voir mourir, ça brise le cœur. Je vais être honnête, à ce moment-là, dans la salle de ciné, j'ai versé ma petite larme. La scène tranche par sa sobriété, pas de flingue, pas d'action, juste un face-à-face solennel et dramatique qui marque symboliquement la fin d'une époque. C'est une bouffée d'air frais dans une histoire molle et tirée par les cheveux. C'est à ce moment que le réalisateur a pu montrer son talent, parce que Juan Antonio Bayona, c'est pas n'importe qui. C'est le gars derrière L'Orphelinat et Quelques minutes après minuit, acclamé par la critique. Il va même réaliser 2 épisodes de la prochaine série du Seigneur des Anneaux. Le mec sait faire des films. Mais sur une licence aussi grosse que Jurassic Park, il a été paralysé par les producteurs. Lui disait vouloir faire un film beaucoup plus sombre que les précédents. Il en a été empêché. La scène du brachiosaure est la seule où il a pu respecter sa vision originale, celle d'un amoureux des dinosaures. La grande bataille de Twilight. Parler de Twilight, c'est presque devenu un rituel pour les youtubeurs cinéma. En même temps, c'est très facile de cracher dessus. Depuis 15 ans, la saga de vampires a été la risée d'internet. Pour beaucoup de gens, aimer Twilight, c'est une preuve de mauvais goût. Mais est-ce que c'est vrai ? D'un côté, oui, les films ne sont pas très bons, les acteurs jouent mal, les retournements se voient venir à des kilomètres et les enjeux sont absurdes. Twilight, c'est l'archétype du film pour adolescents. Il a plein de défauts, mais d'un autre côté, il a fait rêver toute une génération. Le premier opus a rapporté 400 millions de dollars pour seulement 40 millions de budget. La saga en entier, elle, a amassé plus de 3,3 milliards. Et ça, c'est sans compter les livres qui se sont vendus à plus de 100 millions de copies à travers le monde. Tout n'est donc pas à jeter dans Twilight. Au cours des 5 films, il y a même quelques scènes qui sont très sympas. Dans le premier film, celle qui a surpris tout le monde, c'est la partie de baseball entre vampires. Le concept est simple, du sport avec des super humains. Et c'est fun à regarder, la musique est cool, l'ambiance est bonne et ça crée du lien entre les personnages. Mais l'autre scène qui a marqué internet, elle est tout à la fin. Dans le 5e film, Twilight Révélation, partie de Bella et Edward se sont mariés et ont eu une fille, Renesmee.
quel nom de merde. C'est une hybride, elle est seulement à moitié vampire, mais elle est très puissante. Ça attire l'attention des Volturi, un vieux clan de vampires qui la voient comme une menace et qui vont tenter de l'éliminer. Bon, on va pas vous mentir, c'est pas très bien. En plus des défauts habituels, tout est beaucoup trop exagéré, c'est impossible de prendre le film au sérieux, les effets spéciaux n'aident pas, et en particulier le bébé en CGI. Attendez, qu'est-ce qui se passe? 136 millions de dollars de budget et vous pouvez pas engager un vrai bébé? Enfin, vous deviez créer cette abomination, c'était obligé ça? Mais en vrai, là où le film se démarque, c'est dans la manière dont il adapte le livre. Vous voyez, le problème avec la fin des romans Twilight, c'est que c'est pas une vraie fin. Les vampires et les loups-garous s'allient pour affronter les Volturi dans une grande bataille finale, mais non. Au dernier moment, deux personnages arrivent de nulle part avec un autre hybride qui convainc tout le monde que les demi-vampires ne sont pas dangereux. Les Volturi acceptent, s'en vont et c'est la fin. Bon, en film c'est chiant, ça passe pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on met quand même une grosse bataille. À la surprise des fans, les gentils et les méchants commencent à s'entretuer. Des personnages importants meurent à la chaîne, c'est vraiment sanglant et surprenamment c'est bien filmé. Ce jour-là dans la salle de cinéma, ça a dû crier. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça c'était juste une vision. Avant la bataille, une des gentilles a en fait montré le futur au chef des Volturi. Une manière de lui dire « Regarde, si on se bat, tout le monde va mourir et toi en premier ». C'est une manière astucieuse d'avoir une vraie conclusion épique tout en suivant le livre et en faisant au passage une petite frayeur aux fans. Ça montre que malgré tout ce qu'on a pu en dire, les réalisateurs de Twilight savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient compris à la fois le potentiel et les problèmes de l'œuvre qu'ils adaptaient. Et pour ça, bien joué. La naissance de l'Homme des Sables. En 2007, Sam Raimi sort Spider-Man 3, le dernier volet de la trilogie iconique qui a redéfini complètement le super-héros araignée. Les deux premiers ont eu un succès énorme. Le deuxième, légendaire pour sa scène du train. Malgré tout ça, Sam Raimi n'est pas content. Les producteurs le forcent à tourner le film autour de Venom, l'un des méchants favoris des fans. Lui, ça ne l'inspire absolument pas. Il finit par accepter, sous la condition qu'il puisse également mettre un de ses méchants préférés dans le film, l'Homme Sable. Dans les 30 premières minutes du film, pendant que Spider-Man fait ses trucs de Spider-Man, on suit l'histoire en parallèle, l'histoire de Flint Marko, le meurtrier de l'oncle de Peter Parker. Il arrive à sortir de prison, et pour cause, sa fille malade va bientôt mourir. Des retrouvailles émouvantes. Elle lui offre un petit pendentif avant que la maman furieuse ne le mette à la porte. La police arrive, il s'enfuit et tombe dans une grosse turbine remplie de sable. Il devient alors l'Homme Sable, capable de transformer, agrandir, compacter son corps, un monstre presque invincible. Spider-Man et lui s'affrontent plusieurs fois. Peter finit par lui pardonner la mort de son oncle et partir en paix. C'est pas mal, mais on va être honnête, comparé aux méchants des deux premiers films, c'est pas fou. En fait, on pourrait dire ça de tout Spider-Man 3. Le film n'est pas une catastrophe, c'est juste qu'on a l'impression de regarder deux histoires en même temps. Celle du réalisateur et celle que le producteur essaye d'imposer. Ça donne un résultat chaotique, sans vraie cohérence. Au milieu du chaos, il y a quand même une scène qui sauve le film. La naissance de Sandman, le moment où Flint se réveille après avoir été absorbé par la turbine. Tout commence de très près, presque comme si on regardait du sable au microscope. Chaque grain commence à bouger. Il s'assemble en lignes, puis en vagues qui convergent pour former une silhouette. Elle est informe, elle s'affaisse sur elle-même, mais déjà on distingue des bras, des épaules, une tête vide qui bientôt lève les yeux au ciel. Elle respire. L'Homme des Sables est né. Horrifié par ce qu'il est devenu, Flint voit un pendentif, celui que sa fille lui a donné plus tôt. Il tente de l'attraper, mais le sable ne fait que traverser le métal, ça le foudroie de tristesse. Il finit par y arriver, le symbole de son humanité. Il n'est pas un monstre, il est quelqu'un. Il se sépare du reste du sable et fait un pas en avant, puis un autre, à chaque fois plus solide, plus humain, jusqu'à retrouver sa forme d'avant. Marko est de retour, mais il n'est plus le même. En exactement 3 minutes, on nous a raconté toute une histoire, sans aucun acteur, aucun dialogue, juste grâce au travail de plus de 30 personnes qui ont travaillé sans relâche pendant 6 mois pour créer ce moment magique. Aujourd'hui, les effets ont un peu vieilli, mais la qualité de la scène reste intacte. On sent la patte de Sam Raimi, sa volonté de prendre une idée et de la développer jusqu'au bout. Aucun producteur n'aurait proposé de mettre autant de temps et d'argent dans une scène sans action et sans acteur. C'est clairement l'effort de Raimi et de ses équipes qui ont rendu ce moment possible. L'acteur qui a sauvé son film.
Lui, c'est Nicolas Kim Coppola, mais vous le connaissez sûrement sous le nom de Nicolas Cage, l'un des meilleurs acteurs d'Hollywood et un homme avec une carrière fascinante. Neveu du légendaire Francis Ford Coppola, il explose dans les années 80 et 90 grâce à ses performances dans des chefs-d'œuvre comme Leaving Las Vegas, Volte-Face ou Snake Eyes. Grâce à ça, il est devenu très riche. À son plus haut, il touchait des dizaines de millions pour chaque film. Selon Forbes, rien qu'en 2009, il a gagné 40 millions de dollars. Mais le problème avec Cage, c'est que son argent, il aimait surtout le dépenser. En plus des classiques bijoux, yachts, voitures, il achetait des cobras, des squelettes de dinosaures, des îles aux Bahamas, ainsi qu'une quinzaine de manoirs et de maisons de luxe un peu partout. Au total, en seulement quelques années, il a dépensé plus de 150 millions de dollars. Tout ça, ça l'a presque mis en faillite. Il s'est retrouvé à devoir des sommes colossales aux impôts et il a perdu son procès contre son manager financier. Pour rester à flot, dans les années 2010, Cage a dû jouer dans n'importe quel film qui lui passait sous la main. Conséquence, dans les années 2010, il enchaîne les flops et les nanars. D'icône internationale, il est devenu un acteur de série B. Aujourd'hui, il va mieux, il a mis de l'ordre dans sa vie et il recommence à jouer dans des bons films. Mais il admet lui-même avoir participé à des navets infâmes. L'un d'entre eux, c'est Prédiction, une sorte de thriller basé autour d'une fille qui prédit la fin du monde. Dans un carnet, elle a écrit toutes les catastrophes des 50 années à venir, de plus en plus graves jusqu'à la dernière, l'apocalypse. Nicolas Cage joue un professeur du MIT qui découvre ça et qui tente de comprendre ce qui se passe. Le film est bizarrement rythmé, les personnages sont très clichés et à la moitié de l'histoire on apprend qu'il y a un complot mondial avec des aliens. Voilà. Mais au milieu de tout ça, il y a une scène incroyable. Dans le premier tiers du film, Cage se rend à l'endroit où la prochaine catastrophe est censée avoir lieu. Sur place, il découvre un accident de voiture, mais rien de grave. C'est alors que, de nulle part, un avion tombe du ciel et s'écrase. Les 2 prochaines minutes sont filmées en plan séquence. Une seule prise, aucune coupe, Cage fonce dans les débris pour aider les survivants, mais ne trouve que des morts, des blessés et des passagers en feu. Au milieu de la pluie et des flammes, ce qui frappe, c'est son impuissance face au désastre. Il est le héros du film, mais il ne peut rien faire. Il tente de mettre une couverture sur un corps en feu pour que la seconde d'après, une explosion embrase une dizaine de survivants. Habituellement en surjeu, là, Cage est très restreint et maîtrisé. On sent la terreur sur son visage. Ça rend la scène poignante et particulièrement sinistre. Le reste du film est assez plat, les aliens sont nuls et la fin est bof. Mais ce passage réussit au moins à porter le thème principal de l'histoire, la faiblesse de l'homme face aux éléments. Et sans le jeu de Nicolas Cage, ça aurait pas été possible. Ainsi, même si on peut lui reprocher ses mauvais choix de rôle, Cage a toujours été un acteur original et talentueux. Et ça, on peut pas le lui enlever. La scène qui a sauvé Matrix 3. L'année dernière, Matrix 4 est sorti et ça a été un gros flop. 190 millions de budget pour 150 seulement au box-office. Pour un Matrix 5, c'est mort, la licence est probablement enterrée et pour de bon. Ceci dit, c'est pas la première fois que Matrix déçoit. Malgré leur succès commercial, les 2e et 3e opus n'avaient pas fait l'unanimité. Ils n'ont pas l'efficacité narrative et l'ambiance du premier. Les personnages perdent leur saveur, Neo devient juste un cyber-Jésus invincible. Reste que les scènes d'action sont incroyables. L'autoroute dans le 2 est une prouesse technique, une des meilleures de l'histoire du cinéma. Mais ces effets spéciaux sont autant la force que la faiblesse du film. Parfois, il y en a juste trop. Je pense à ce moment où Neo et Trinity vont de la surface jusqu'à la cité des machines. On est carrément dans une overdose de VFX. On voit plus rien et on comprend plus grand chose. C'est pour ça que, paradoxalement, un de mes moments préférés de la saga, c'est une scène très simple. Dans le 3e film, alors que la guerre fait rage dans les profondeurs de Zion, Neo et Trinity affrontent une armée de machines à la surface. Tout est noir, chaotique, incompréhensible. Ils repoussent tant bien que mal des milliers de machines, mais leur vaisseau est submergé. Trinity tente de les éviter en gagnant de la hauteur. Elle monte jusqu'à dépasser les nuages. Ça dure à peine quelques secondes, mais c'est resté dans mon esprit pendant des années. Ce calme, qui contraste avec toute la montagne d'effets qu'on a vu juste avant, il est presque poétique.
il sert de lueur à Trinity. Depuis le début, Matrix nous répète que le monde réel est froid et cauchemardesque. Faire partie de la résistance, c'est difficile. Vous êtes forcés à vivre comme des rats dans un trou, à renoncer au confort de la matrice pour vous battre dans une guerre qui a l'air infinie et ingagnable. Mais en voyant finalement le soleil, Trinity se rend compte que tout n'est pas perdu. Que le monde est beau, il a juste été détruit par un conflit sans fin. Mais c'est pas une fatalité. On peut mettre fin au cycle. C'est pour ça que même si elle meurt un peu après, elle meurt pleine d'espoir. Elle croit en Neo car elle a vu ce que le monde peut devenir. Tout le reste de Matrix 3, c'est très dans ta gueule, tiens, une armée de robots, bouffe ça. Un point où c'en est presque fatigant. Cette scène, c'est littéralement une bouffée d'air frais. C'est le seul moment du film où les sœurs Wachowski se posent et nous donnent un message subtil, artistique, et qu'est-ce que ça fait du bien. Aujourd'hui, au cinéma, tout est possible. Avec une douzaine d'ordinateurs et quelques millions de dollars, on peut littéralement montrer tout et n'importe quoi à l'écran. Le problème, c'est que si on peut tout faire, alors plus rien n'est spécial. Star Wars 9 est par exemple techniquement très bien fait. D'un point de vue visuel, le temple des Sith, les ruines de l'étoile noire, l'armée de vaisseaux à la fin, tout ça c'est très beau, mais en même temps c'est très ennuyeux. C'est plat, sans aucune symbolique. Le film et les millions dépensés dedans n'arrivent notamment pas à la cheville de la bataille finale de Star Wars 8. Là, sur la planète de sel, les traînées rouges des vaisseaux symbolisent à la fois le sang versé par la guerre et le fil du destin auquel s'accroche le dernier rempart de la rébellion. La différence entre Star Wars 8 et Star Wars 9, c'est que Rian Johnson avait quelque chose à dire. C'était peut-être pas pertinent, mais il a eu le mérite d'essayer des trucs. Parce qu'après tout, le cinéma est un art, et le contraire d'une bonne œuvre, c'est une œuvre creuse et vide. On aurait pu vous parler de plein d'autres scènes dans d'autres films, la séquence en vue FPS de Doom, le début de The Happening, ou même l'intro de X-Men Origins. Des passages dans lesquels la patte du réalisateur apparaît, qui ancre le film dans nos esprits. Mais au final, est-ce que ces scènes toutes seules suffisent à rendre un film bon ? Pas vraiment. En fait, elles permettent surtout de montrer le potentiel des gens devant et derrière la caméra. Elles nous rappellent que ceux qui font les films ne sont pas juste des réalisateurs, des monteurs, des caméramans, c'est avant tout des artistes qui essayent inlassablement de nous montrer quelque chose de bien, de mémorable. Sur ce, c'était Théromique et Maëlie, merci de nous avoir écoutés, à la prochaine.